Ça y est, elle est là, elle est disponible. La Preview 6 de .NET 8 est sortie la veille par rapport au moment du tournage de cette vidéo. Donc comme à chaque fois, on va faire le tour des nouveautés ensemble, tant pour la partie .NET que pour la partie ASP.NET. Alors il faut savoir qu'il y a eu également des annonces pour la partie .NET MAUI. En gros, la grosse annonce partie .NET MAUI, c'est qu'on a maintenant une extension officielle pour coder des applications MAUI sous VS Code, ce qui va probablement en intéresser certains d'entre vous. Et en parallèle, on a aussi des nouveautés directement au niveau du langage, C# 12, qui ne sont donc pas listées dans ces billets de blog là. J'en ferai plutôt des vidéos à part pour parler de ces nouveautés qui sont d'ailleurs pour deux d'entre elles assez intéressantes, mais on va y revenir. Bref, je vais essayer d'être le plus concis et bref possible parce qu'on m'a souvent dit qu'effectivement mes vidéos de review des previews étaient un petit peu longues et que d'ailleurs certains préféraient attendre les versions finales, mais je sais que beaucoup d'entre vous font de la veille avec ces vidéos là en français, plus en mode d'ailleurs podcast. Donc dans l'idée, je vais essayer de tenir le cap d'être sous les 20 minutes. Est-ce que je vais tenir le pari? C'est à voir. Dans tous les cas, si tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu sous la vidéo, à t'abonner à la chaîne, tu restes libre d'activer ou non les notifications. Si tu veux plus de contenu autour des techno.net, je te renvoie vers ma plateforme htslearning.com, tu as le lien en bas dans la description de la vidéo et également à l'écran, tu trouveras mon catalogue de formation en e-learning, ainsi que également des billets de blog en français de qualité, produits par moi ou par les personnes avec qui j'ai décidé de nouer un partenariat dans le but d'apporter le plus de qualité à la francophonie. D'avant, je te remercie de ton soutien. Donc, on va parler de la Preview 6 de .NET 8, on va aller assez vite pour ne pas perdre trop de temps. Déjà, première chose à remarquer, je ne vais pas faire la liste de tous les points, mais ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train de faire beaucoup d'améliorations autour de la sérialisation en JSON dans system.text.json, notamment pour la partie AOT. Et Native AOT, on va y revenir juste un petit peu après. Dans l'idée, ils veulent avoir une parité fonctionnelle entre l'approche de la sérialisation avec la réflexion et l'approche de la sérialisation avec des sources générateurs au niveau de system.text.json. Moi, je dis franchement, go les gars, allez-y, n'hésitez pas, allez-y à fond, parce que j'ai mis en place les sources générateurs pour certains de mes objets au niveau de mes API, et je peux vous assurer que ça n'a rien à voir en termes de performance. Donc là, ils ont fixé pas mal de petites choses. Je vous laisse, encore une fois, aller voir le billet de blog et voir tous les différentes pull requests qui ont été faites par rapport à ça, si vous souhaitez en savoir plus. Mais dans l'idée, c'est clairement du bug fixe et de l'amélioration des performances, également de l'amélioration éventuellement du formatting dans le cas présent, mais bon bref, en tout cas c'est pour faire en sorte qu'on ait la même parité fonctionnelle. On a d'ailleurs pour ça des nouveaux éléments, des nouveaux converteurs et des nouvelles properties qui sont encore une fois dédiées à rejoindre cette parité fonctionnelle. Ensuite, nouvelles API au niveau du framework. Alors j'avoue que je suis assez étonné par ces API qui sont apparues, alors que je ne pensais pas que ça allait être, que on allait en avoir besoin, mais malgré tout ils les ont rajoutés. Quand on va utiliser la classe zipfile qui permet donc de créer un fichier compressé, on a des méthodes de raccourci qui sont create from directory et extract to directory. En fait, l'avantage maintenant, c'est qu'on va avoir la possibilité que ces méthodes se basent sur un stream, tant pour la compression que pour l'extraction. Ça va nous éviter d'avoir à travailler avec des tableaux de bytes en mémoire et tout ça. Ça peut être assez intéressant, notamment dans le cas où, comme ils le disent ici, les scénarios où au niveau de l'espace disque, on est un petit peu réduit, comme dans les environnements qui sont cloud. Donc on va pouvoir travailler avec un zip qui va donc potentiellement ne pas avoir à écrire le résultat sur le disque ou d'aller récupérer un élément sur le disque. Ça peut être assez intéressant. Je savais pas qu'il y avait un besoin, mais visiblement c'est qu'il y a eu de la demande autour de ça. Donc moi je dis ok go, et j'espère vraiment que derrière les améliorations de tout ce qui est span, array pool et tout ça sont bien mis en place pour que ce soit le plus efficace possible. Je serais d'ailleurs curieux de faire un benchmark pour comparer la différence entre l'approche avec les streams et l'approche qu'on avait précédemment. Ensuite, beaucoup de rajouts au niveau de la gestion des métriques. On en avait déjà parlé dans une preview précédente. Microsoft met beaucoup d'efforts pour qu'on ait un système de gestion de métriques qui soit beaucoup plus facile à utiliser et beaucoup plus unifié pour tout ce qui est télémétrie, mise en place de compteurs, suivi des performances et tout ça. On a donc ici encore de nouvelles API qui sont ajoutées, notamment le Metric Collector qui est une nouvelle classe qui va permettre de tester certains éléments. Là, il montre comment l'utiliser. Ici, c'est très clairement dans le cas des tests, parce qu'en fait, ils font des tests pour vous montrer comment l'utiliser, mais dans l'idée, ça va vous permettre, encore une fois, d'aller collecter de l'information. Et donc, ici, on parle bien d'un counter qui est bon, qui va être basé sur des éléments que vous allez enrichir par rapport aux données d'exploitation de votre application, qui vous permettra d'avoir de la restitution d'informations, notamment en exploitation, et c'est
typiquement le genre de truc que les ops aiment bien avoir pour savoir le niveau de charge et tout ça, qui ne se repose pas directement sur des metric systems comme la charge CPU ou la charge mémoire qui elles sont en dehors de l'application et permettent d'avoir une vision globale de l'information de où les performances sont utilisées sur l'infrastructure. Là, on va vraiment rentrer dans le code en disant, bah tiens, par exemple, sur ce service-là, je vais rajouter la gestion d'une métrique pour savoir combien il y a de requêtes. Ça permet aussi d'avoir de la feature, de la métrique de feature pour savoir si oui ou non elle est utilisée. Bref, assez intéressant et au vu de l'usage, ça a l'air quand même assez simple à utiliser. Je trouve ça assez intéressant. Bien entendu, comme à chaque preview de .NET, on retrouve des nouveaux source générateurs. Alors ici, on en a quand même plusieurs dans ce billet de blog. Par exemple, on en avait parlé précédemment. Ils ont déjà ajouté le source générateur pour les options, le pattern eOption qui est donc utilisé pour les fichiers de configuration. En gros, au lancement de votre application, vous allez dire je vais prendre telle section de mon appsettings.json, le mapper à telle classe en mémoire pour pouvoir utiliser un eOptions de cette classe-là. Et en gros, ce mapping-là se fait par le biais de la réflexion. Et bien maintenant, c'est fait par le biais de la source generation. Et ce qu'ils ont fait en plus, c'est qu'ils ont mis en place le système de validation. En fait, je pense que ça va s'étendre à tout le reste, mais prenons par exemple ici ce qu'ils ont mis à l'écran. On peut voir qu'on a trois classes ici dans leur exemple qui représentent donc techniquement des options, et en l'occurrence, deux de ces classes sont des sous-classes de la première, ce qui veut dire que ce sont des sous-objets au niveau du appsettings.json, et donc ils ont rajouté des attributs de validation de System Component Model Data Annotations, qui dit en gros, eh bien, ce paramètre-là, qui fait référence à mon paramètre dans le fichier de configuration, est requis à une taille minimum de 5, ainsi de suite, et donc ils ont mis ici des validators qui sont source generated de façon à ce qu'en gros, on puisse les avoir directement dans un pattern d'injection de dépendance, et que ça va donc valider tout ça, non pas avec de la réflexion, parce que Data Annotation le fait typiquement avec de la réflexion de base, mais bien avec du source generator. Encore une fois, il n'y a pas trop de mystère, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis dans les source generators, non pas juste pour le fun, non pas en plus juste pour la performance, parce que même si on utilise .NET en mode classique, si je puis dire, on aura des gains de performance. D'ailleurs, si jamais le mode classique te parle ou pas, j'ai fait une vidéo sur les modes d'exploitation de .NET, notamment par rapport au mode de fonctionnement classique avec le compilateur just-in-time et le mode AOT pour qu'on y voit un peu plus clair. Tu as le lien dans la bulle là-haut si ça t'intéresse. Donc, dans l'idée, on a de plus en plus de choses qui vont être source generated. Ça va profiter non seulement à ceux qui travaillent avec la partie classique de .NET, mais aussi ça va permettre que ce genre de choses puisse être porté sur des environnements AOT. En parlant de ça, vu qu'ici on a encore une histoire de source generator avec le logger message attribute qui permet donc d'avoir des messages de log qui soient ultra performants, ils ont rajouté de nouvelles signatures à cet attribut pour qu'il soit beaucoup plus simple à utiliser. D'ailleurs, petit instant pub, j'ai fait un cours sur ma plateforme sur les systèmes de log en .NET, je parle de cet attribut en particulier et je parle également d'autres choses. Bref, tu vas pouvoir trouver un cours complet de un peu moins de 3 heures qui t'explique comment depuis rien tu peux mettre en place un système de log avec tous les fondamentaux. Si jamais ça t'intéresse, je vais plus dans le détail dans le cours par rapport à cet attribut. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que cet attribut a maintenant de nouveaux constructeurs qui simplifient donc son utilisation. Ensuite, pour la partie binding de configuration, encore une fois, ils ont fait des améliorations sur un source generator qui avait été ajouté en l'occurrence en preview 3. Donc ici, dans l'idée, bref, ils détaillent qu'ils ont fait des améliorations, c'est assez intéressant et encore une fois, ça va dans le bon sens. On retrouve de façon assez surprenante d'ailleurs un source generator pour l'interop avec les composants COM. Donc typiquement, c'est quand vous faites un library import qui s'appelait d'ailleurs avant DLL import, mais bon, dans l'idée, c'est library import qui est utilisé maintenant parce que on va pouvoir utiliser toute cette partie sur generator. Alors, on pourrait se poser la question, mais ça, est-ce que c'est pas un peu un fonctionnement à l'ancienne? Parce que typiquement, ceux qui font du dev.net depuis très longtemps connaissent DLL import et donc sont assez bien au courant que généralement c'est pour s'interroper avec une librairie native et le plus souvent on s'interrope avec des librairies natives en C, C++ qui viennent de Windows. On va dire c'est historiquement c'est comme ça. Donc quel est l'intérêt d'avoir fait des source generators pour les librairies import? Eh bien, à mon avis, c'est clairement pour MAUI qui va vouloir s'interroper avec des librairies natives et bien entendu pour toutes les applications qui vont être modernes en .NET 8, que ce soit WPF, WinForms et autres, qui vont faire l'usage de librairies natives, qui vont donc être compilées en AOT et profiter donc de ces améliorations en termes de source generation. Encore une fois,
L'idée, c'est de nous faire gagner en performance, d'éviter de la réflexion, d'éviter du code, parce que la source generation, ça nous évite du code. En gros, si on lit un petit peu le détail de ce qui précise ici, ça va générer le code qui permet d'appeler du code C# depuis du code non managé et inversement, bref, dans les deux sens. Donc dans l'idée, c'est de vous éviter d'avoir à faire du code. Et ce qui est plutôt pas mal avec ça, c'est que généralement, pour l'avoir constaté d'expérience, c'est souvent dans ce type d'interop avec des libs natifs qu'on a des fuites mémoire, vu qu'on va allouer de la mémoire de façon native, de façon unsafe, avec des tableaux de bytes et tout ça, il faut penser bien à la nettoyer de façon safe avec un try finally et tout ça. Bref, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte. C'est plutôt pas mal que ce soit le boulot de personnes qui s'y connaissent, qui ont fait un source générateur, qui s'occupent de ça. Avis purement personnel. Et encore une fois, je pense que le but primaire de ça, c'est pour faire des applications Windows en AOT, mais aussi des applications MAUI en AOT avec toute la partie Source Generator pour s'assurer que tout fonctionne bien. Bref, il y a un peu plus de détails ici. En tout cas, c'est clairement par là qu'ils vont aborder ce problème-là. Donc, plus de détails là-dessus, il y a quand même des limitations. On peut le voir ici qu'on a une belle liste à puces de limitations qui existent aujourd'hui. Donc dans l'idée, ils disent qu'ils ne prévoient pas d'adresser ces limitations en .NET 8 parce que pour eux, soit c'est pas atteignable, je pense. D'ailleurs que la preview 6 c'est l'avant-dernière preview si on suit le calendrier normal, donc en théorie ils n'ont plus tellement de latitude pour faire beaucoup d'expérimentation, ou alors ils ont déterminé que ces limitations sont acceptables dans le sens où justement les gens ne l'utilisent pas tant que ça, donc ce sera probablement pour une version future de .NET, comme ils le disent ici. Voilà, en plus ils ont utilisé le verbe may en anglais qui veut dire peut-être, donc on ne sait pas trop, mais bon dans l'idée encore une fois je pense que ça va dans le bon sens. Ensuite, on a le support pour les proxys HTTPS. Il faut savoir que dans la classe HTTP client, vous pouvez brancher un proxy qui va donc, en gros, si je puis dire ça comme ça, intercepter vos requêtes pour faire ce qu'on appelle le man in the middle, généralement qui est un type d'attaque, mais qui dans certains cas peut être intéressant pour intercepter la requête, un petit peu à l'instar d'un middleware. Et donc, en fait, le truc, c'est qu'ils ont mis en place maintenant un proxy HTTPS qui permet de créer un channel encrypté entre le client et le proxy pour gérer de façon complète la sécurité et la privacy des données. Donc on a un peu plus de détails ici si ça vous intéresse. Le support de SHA-3 qui a été ajouté également directement dans le framework. Vu qu'on avait le SHA-2, ils ont ajouté tout ce qui est SHA-3, donc on a pas mal de nouveaux éléments qui ont été ajoutés, une nouvelle classe, une nouvelle méthode d'encryption et tout ça. Je pense que c'était nécessaire parce que, encore une fois, l'encryption ça bouge assez vite, donc il vaut mieux se maintenir au niveau des standards. Pas mal d'ajouts à ce niveau-là. Au niveau de la gestion par rapport au type de container, j'en avais parlé dans une vidéo précédente, ils ont fait l'introduction notamment en .NET 7. On peut rajouter maintenant un package Microsoft.NET Build Containers de mémoire qui permet, quand on fait un publish avec .NET Publish, non pas de publier les DLL et après de devoir faire un Dockerfile qui va embarquer toutes vos DLL et créer votre image, mais directement depuis la commande publish, dire je veux la publier dans une image Docker. Et donc en fait, il y a pas mal de petits trucs de configuration qu'on peut mettre en place. Donc ils ont pris toutes les améliorations qu'ils ont fait précédemment au niveau de la gestion des images pour l'incorporer dans ce nouveau package et ce nouveau fonctionnement, notamment le fait que maintenant les images vont travailler en mode rootless. Donc c'est ce qu'on avait dit précédemment, on va plus tourner avec l'utilisateur root, mais avec un utilisateur qui a des droits limités, et ils font un tag avec latest par défaut, comme tous les autres types d'outils de conteneurs, pour éviter qu'on ait besoin de le spécifier. Encore une fois, vous pouvez cliquer ici sur le lien Generated Image pour arriver sur le billet de blog qui vous l'annonce en fait comment ça fonctionne avec le package Microsoft Net Build Containers et ce Publish Profile Defile Container qui donc crée directement une image de votre application sans avoir besoin d'écrire la moindre ligne de Dockerfile. Donc ils ont fait des améliorations là-dedans, et je pense que effectivement tout ce qu'ils ont fait de côté dans la partie amélioration de la gestion des containers va être intégré dans ce nouveau package et ce fonctionnement. Ici, quelque chose qui à moi me parle pas plus que ça, mais apparemment on a la gestion d'une globalisation hybride qui est activée en WASM, qui évite apparemment d'avoir des bundles ICU pour gérer la globalisation dans vos applications Blazor WebAssembly, qui se repose sur des capacité JavaScript interop avec le navigateur pour justement gagner un peu en performance. Donc ça me semble être encore quelque chose qu'on doit configurer à la main dans les cas bien précis, et je pense que ça peut être assez intéressant parce qu'il parle ici d'un gain quand même qui est de 26%, tout du moins de 15 à 26% dépendant de ce que vous avez comme besoin. Donc ça, j'ai pas creusé le sujet plus que ça, je suis pas tellement au courant de ça.
Donc dans l'idée, si vous avez besoin effectivement de globalisation dans votre application Blazor WebAssembly, ça vaut peut-être le coup d'aller creuser ce sujet un peu plus et de voir ce que .NET 8 a à vous proposer, parce qu'on parle quand même d'amélioration de taille de binaire, ce qui n'est pas négligeable dans une application Blazor WebAssembly. Ensuite, nous avons, et là je pense que ça c'est vraiment ce qu'ils sont en train de faire comme travail pour MAUI, le support avec le native AOT pour les plateformes qui tournent sur iOS, iOS Simulator, Mac Catalyst, tvOS et tvOS Simulator. Donc en gros, l'univers Apple, si je puis dire. Dans l'idée, ce qu'ils veulent, c'est faire en sorte que notre application puisse être compilée en instructions natives au niveau AOT vers de l'iOS, ce qui est d'ailleurs nécessaire. Et donc, ils ont fait quelques benchmarks. Donc, pour une application iOS classique, donc par exemple, on va partir sur une application qui n'est pas MAUI, qui n'est pas donc graphique, si je puis dire. On a une amélioration quand on target du native AOT en Preview 6 au lieu de mono avec son runtime de 40% pour la taille sur le disque et 39% pour le fichier IPA. Donc c'est quand même non négligeable vu qu'on divise presque par deux les tailles. Par contre, si on décide de créer une application MAUI, en fait, on voit de base qu'il y a une augmentation de la taille des binaires qui est de 13 à 25%. En fait, c'est lié apparemment à certains soucis. Ici, il y a 4 problèmes qu'ils ont listés ici sous forme de liste qui font que effectivement on a ces problèmes-là qui vont créer une surcharge de place dans les éléments, et donc ils ont créé ici une version fixe avec, je ne sais pas comment ils l'ont fait, pourquoi ils l'ont pas mergé, mais ces problèmes-là qui ont été fixés, et là on arrive à du moins 30% en moyenne, si je puis dire, par rapport à la version mono, ce qui donc semble être plus logique. Donc en gros, vous faites une application MAUI en iOS, vous la compilez en native AOT, vous pouvez estimer avoir entre 30 et 40% de taille en moins que si vous embarquiez le runtime mono et tout ce qui va avec. Mais bon, vous êtes en AOT. Et encore une fois, ça revient à ce qu'on disait précédemment, et c'est pourquoi Microsoft met énormément d'efforts. L'AOT, ahead of time, ça veut dire que vous savez déjà la plateforme que vous ciblez et que vous compilez votre application pour cette plateforme. Donc forcément, il y a pas mal de choses qui vont être élaguées du framework et beaucoup de choses qui vont être impossibles, comme la réflexion, la génération de code au runtime, et ainsi de suite. Donc forcément, pour ça, ils sont obligés de compenser avec des source generators, ce qu'on a vu depuis beaucoup de previews et qu'on a vu un peu plus haut dans cet article, mais le gain est quand même assez phénoménal, et surtout, ça va être étendu à toutes les applications .NET, et c'est là que c'est génial, c'est parce qu'aujourd'hui, on a encore une guéguerre en disant « Ouais, mais .NET, c'est un langage managé avec son runtime et tout ça, c'est lourd ». Eh bien, non, parce que du coup, avec de l'AOT, on aura directement des instructions natives selon la plateforme. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts et que ça vaut le coup de creuser dans cette direction. Donc, si on souhaite mettre en place du native AOT pour tester, on a ici tout le détail dans le billet de blog. Et ensuite, on a des améliorations de la part de la communauté. Encore une fois, c'est très souvent à des fins de performance. Donc ça, c'est des points techniques très précis selon les plateformes et tout ça. Donc je vous laisse vraiment creuser si besoin. Et ça clôture donc le billet de blog. Et là, je suis déjà à 20 minutes, donc je pense que j'ai raté mon pari parce qu'on n'a pas encore parlé d'ASP.NET. On va le faire assez rapidement. Alors, dans la preview 6 d'ASP.NET 8, encore des améliorations au niveau du debugger, comme on peut le voir ici à l'écran, on a maintenant des debug infos qui permettent d'avoir en un seul coup d'œil l'information sur les objets du framework de base. Donc avant c'était HTTP context, maintenant ici ils l'ont fait sur la partie web application pour qu'on retrouve les informations. Je trouve ça assez sympa. Au niveau de Blazor, il y a des changements de malade, parce qu'en fait Blazor, on n'aura qu'un seul template pour le créer à venir, ça va être Blazor Web App. Après on aura le template Blazor Hybrid pour ceux qui veulent faire de l'hybride bien sûr, mais du coup Blazor Web App, ça veut dire qu'on n'a pas de distinction entre serveur et WASM. D'ailleurs, le template Blazor Server a été supprimé dans cette version, donc il n'y a plus de possibilité de faire .NET New Blazor Server, et l'option de héberger une application Blazor WASM dans une API a été supprimée également, tout simplement parce qu'en fait Blazor va devenir un modèle unifié de web app où est-ce qu'on pourra faire son application web, elle tournera indistinctement en WASM, en serveur ou autre, avec un peu de configuration. Donc forcément il y a pas mal de choses qui arrivent dans Blazor, qui fonctionnaient dans MVC, Razor Page, qui doivent maintenant être incorporées dans le modèle de Blazor pour fonctionner. Par exemple, ici on a un formulaire et on a la possibilité d'avoir maintenant un attribut qui dit je veux que cet objet soit alimenté par le biais d'un formulaire, notamment dans le cas où est-ce qu'on fait un post, c'est-à-dire qu'en gros on fait un post vers ce composant Blazor avec l'information, et bien on va pouvoir remplir les infos du formulaire avec l'objet movie depuis les données envoyées depuis un formulaire post. En fait, dans l'idée, c'est que Blazor maintenant devient le framework universel pour faire des applications web. En tout cas, ça m'a l'air clairement d'être l'objectif. Ça ne veut pas dire que MVC et Razor Page vont être abandonnés. Ça ne veut pas dire que si aujourd'hui vous avez une application Blazor Server ou Blazor WASM
vous allez devoir la réécrire parce que ça va être compatible, mais ça veut dire qu'à partir de .NET 8, pour les nouveaux arrivants ou les nouveaux projets, je veux faire une appli web, si j'ai plus à choisir entre MVC, Razor Page, Blazor Server, Blazor Wasm, je fais une Blazor Web App et je peux tout faire dedans indistinctement, avec un peu de tweak bien sûr en fonction de ce que je vise, mais l'idée c'est encore une fois d'avoir beaucoup de simplification et de ne pas devoir se prendre la tête. Ensuite, des améliorations diverses et variées pour essayer de rattraper le retard fonctionnel, notamment la gestion, comme on vient de le dire, des formulaires, mais aussi de la partie de la navigation. Alors, il le précise encore une fois, dans cette preview, il y a encore des choses qui ne sont pas totalement compatibles, donc normalement tout ça va être adressé avant la release finale de .NET 8. Et en fait, moi, c'est ce qui me fait un petit peu peur, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont voulu créer le framework universel en partant comme ça, bille en tête au début de .NET 8, en disant, voilà, c'est bon, paf, on va faire le framework universel, mais il y a tellement de challenges pour tout unifier que j'ai un peu peur qu'on va se retrouver avec des limitations, voire même, je suis pas entièrement convaincu qu'ils auront tout fait à .NET 8 au niveau de sa release initiale, sera peut-être reporté à .NET 9, voire .NET 10. En tout cas, ils n'hésitent pas sur leurs efforts, comme on le voit. Donc, à suivre. On voit aussi que, bien sûr, ils vont préserver le DOM avec le streaming rendering pour que l'expérience soit plus rapide et plus sympathique, ce qui semble être logique. Maintenant, quand on a un composant Blazor, on va pouvoir spécifier le render mode. Ça me rappelle, pour ceux qui ont connu le Renat serveur avec les webforms, mais en gros, c'est pour dire tout simplement comment est-ce que je veux que ce composant soit rendu. Donc, c'est par exemple pour forcer ici qu'il soit rendu sur le serveur. Cela nécessite qu'on soit bien en version 8 du langage Razor, ce qui devrait disparaître. Pour l'instant, on est obligé de le forcer, mais ça devrait disparaître au niveau de la version finale. Ensuite, on a Blazor WebAssembly qui forcément doit arriver dedans. Et donc, au final, on va avoir une seule ligne pour avoir les composants WebAssembly. Et quand on map un composant Blazor, on va devoir également dire je veux que ce composant soit compatible avec le mode de rendu WebAssembly, et ça passe aussi par l'utilisation d'attributs ou le render mode. Donc en fait, dans l'idée, c'est un peu ça, vous allez créer votre site web et en fonction de certaines parties du site ou certains composants, vous allez dire celui-là il peut tourner que sur le serveur, celui-là il peut tourner en WebAssembly indistinctement, celui-là il peut tourner dans les deux. Bref, dans l'idée, ça va être une histoire de configuration. J'espère que ce sera assez fluide et simple pour les nouveaux arrivants pour pas que ce soit trop compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ça, je vais l'incorporer dans mon cours sur Blazor qui est toujours en cours de tournage, que j'ai d'ailleurs mis un petit peu en pause par rapport à ces nouveautés-là qui me semblaient tellement faramineuses que je vais devoir passer un temps fou à faire de la veille pour essayer de faire en sorte que tout ce que j'ai fait précédemment fonctionne quand même avant. Mais bon, dans l'idée, on retrouve donc ce mode de fonctionnement avec le render mode qu'on avait déjà avec la balise component, et on va retrouver également la notion de pré-renderer, donc faire le premier cycle de rendu pour avoir un rendu beaucoup plus fluide à l'utilisateur. Encore une fois, il y a des limitations par rapport à ça, donc je rentre pas dans le détail, mais je pense qu'il faut être assez vigilant par rapport à ça et pas se jeter directement dessus avec les previews en disant cool, on a le nouveau template, on y va. Améliorations diverses et variées dans Blazor avec les cascading values, les error boundary et le streaming rendering. Donc hop, vous pouvez aller lire un peu plus en détail. On a dans le template une nouvelle option pour rajouter l'interactivité du serveur. Vous voyez, Use Interactive Server Components. En bref, ça pourrait ressembler à Blazor Server pour pouvoir justement utiliser la capacité de serveur au niveau de notre application Blazor. Et donc c'est ici qu'ils ont fait ce qu'ils appellent le template consolidation. Donc ils ont tout simplement supprimer le template Blazor Server. Donc encore une fois, ceux qui regardent la vidéo, ah mais moi j'ai un projet Blazor Server ou je dois commencer un projet Blazor Server, ne vous inquiétez pas, ils le disent très bien, ces options vont être représentées, ces scénarios vont être représentés dans des options du nouveau template, notamment le ASP.NET Core Hosted, qui au final n'a plus de raison d'exister parce que ASP.NET Core Hosted c'est quoi? C'est je fais une API ASP.NET Core qui fait rôle d'API mais qui a également pour responsabilité de faire le service des fichiers statiques de mon application Blazor WebAssembly, mais là, vu qu'on est sur un modèle universel qui fait à la fois application serveur, à la fois application WebAssembly, on a tout en un. On a les métriques, je passe rapidement dessus, on l'a vu précédemment, avec des nouveaux compteurs qui sont apparus. Ensuite, on a la gestion du form binding qui est plus complexe, qui arrive dans les Minimal API. Donc en gros, si je prends l'exemple qui est ici, vous pouvez lire le détail au-dessus si vous voulez. On a donc ici un formulaire HTML qui fait un post vers un map post d'une API. Et bien en fait, avant, généralement, on fait ça par le biais de requêtes JSON qui envoie donc l'information avec le body de la requête post, sauf que le form, c'est différent. Donc on a l'attribut fromForm qui permet de récupérer l'objet depuis un formulaire HTML classique.
Au niveau de la partie serveur et middleware, on a un buffering au niveau de HTTP.6, au niveau du kernel, qui va drastiquement améliorer les temps de performance. Ça, c'est vachement intéressant parce que c'est on va dire out of the box, vous n'avez rien à faire, c'est directement dans les trucs bas niveau et ça va faire exploser les perfs de vos API sans que vous ayez rien à faire. Et ensuite on a une simplification pour la partie Redis Output Caching. L'output caching a été ajouté en .NET 7, donc pour tous ceux qui ne sont pas avec .NET 7 parce qu'ils veulent rester sur de LTS, n'ont pas pu bénéficier de ça, et bien maintenant on a directement le support officiel de Microsoft pour que l'output caching se base sur Redis. J'en ai parlé dans mon cours sur les API en .NET, on l'avait d'ailleurs fait manuellement, bien maintenant c'est directement de base dedans, et donc probablement avec beaucoup d'améliorations, et c'est donc fini. Au final, 25 minutes de vidéo, je suis pas trop mal, donc encore une fois, une version de preview qui ne révolutionne pas forcément tout l'écosystème, mais qui clairement va dans le bon sens, les sources générateurs en pagaille, l'amélioration des performances. Blazor avec son template unifié semble être vraiment prometteur, mais est-ce qu'ils arriveront à tenir les délais et à avoir la même parité fonctionnelle? En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on aura une application Blazor qui nous permettra de faire absolument tout en web, et donc d'avoir ce template unifié et de pas se poser les questions, ok mais moi je veux faire une application, est-ce que je pars sur MVC, Razor Page, Blazor Server, Blazor WASM, ce sera fini, idéalement, encore une fois, les délais seront-ils tenus, et des améliorations ça et là, bref, encore une bonne petite version. On attend la prochaine preview, la preview 7 qui sortira en août, et normalement c'est la dernière preview parce que si on suit le calendrier, RC1 en septembre, RC2 en octobre, version finale en novembre. Bref, affaire à suivre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que normalement, la Preview 7 est la dernière version de .NET 8 où est-ce qu'ils vont pouvoir faire des ajouts et des modifications assez impactantes parce qu'après, la RC1 sera la release finale. Donc, entre la Preview 7 et la RC1, ils auront peut-être encore un petit peu de latitude. Mais une fois que la RC1 est sortie, normalement, on est censé avoir une version qui est figée. Les RC sont censés être production ready en .NET, ce qui veut dire qu'en fait, vous pouvez la passer en production et que normalement, une fois que la RC est sortie, il n'y a pas de changement majeur dans les API. On remarquera un grand absent de ce billet de blog qui avait été annoncé précédemment, c'est les nouveaux endpoints d'authentification avec la simplification de l'authentification pour les API. Peut-être que c'est un petit peu mis en arrière-plan par rapport à tout le travail qui est en train de faire sur Blazor. Bref, affaire à suivre, on se donne rendez-vous dans la Preview 7 pour voir toutes les nouveautés. D'ici là, pas d'inquiétude, je vous ferai des vidéos spécialisées sur les nouveautés de C# 12. J'ai encore pas mal de choses dans les tuyaux, donc restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur les techno.net.